alors est-ce que vous sentez que cette nuit, ce soir, les États-Unis vont débuter un bombardement de l'Iran? On a l'impression que les gens s'y préparent. On a Trump, mais en quoi on peut accorder du crédit à sa parole aujourd'hui, a expliqué ce soir qu'il y avait un ultimatum, mais qu'il y avait volonté de la part des Iraniens de signer un accord. Un accord sur quoi? On ne sait plus trop, puisqu'en plus les prétextes changent à mesure. C'est d'abord la révolution de couleur qui ont initié aussi bien la CIA, le Mossad, les Américains, les Israéliens. Ça a échoué, pas de chance, c'est pas grave, il y a encore le nucléaire. On croyait à écouter Trump qu'avec ses formidables avions et ses formidables bombes et ce formidable pays avait réussi à détruire l'ensemble des cibles et qu'il n'y avait plus de complexe nucléaire. Et puis finalement, ah oui mais non, c'est pas si simple, il serait prêt à bombarder, il n'y a aucune explication, aucune justification, et peut-être des bombardements dès cette nuit. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Alors, cette nuit, ou peut-être demain soir, parce qu'il y a la bourse, donc il faut... la bourse ferme le samedi et le dimanche, donc il faut éviter qu'il y ait un choc boursier. Ben là, ce soir, ça irait. Alors, ce soir, ça pourrait y aller. Cette nuit. Mais je crois qu'il y a aussi une fête de Melania, il me semble, aujourd'hui. Hier, c'était son film. Oui. Mais c'était hier. Financé très largement. Après la nuit de pleine lune, c'était il y a... Non, de sans lune, c'était la nouvelle lune, c'était il y a 2 jours. 80 millions de dollars, d'ailleurs, par Jeff Bezos. Oui, tout à fait. Et on sent que Bezos veut se faire bien voir, rentrer en grâce. Et c'est important aussi d'être bien vu de Melania. Toujours. Alors, cette bombardement, pas bombardement? C'est fort possible. En effet, Donald Trump, le gorille qui est dans la cabane et qui secoue la cabane là plus que jamais, il a amassé une telle armada près de l'Iran, à grand renfort de tambours et trompettes, qu'il ne peut pas maintenant perdre la face complètement en n'obtenant rien des Iraniens et cependant ne faisant pas non plus de coup d'éclat. C'est-à-dire cette grande armada l'a ramené au port, et lui être la risée de son opposition et du monde entier. Donc, il faudra sans doute frapper. Alors évidemment, il doit être très perplexe parce que frapper quoi et pour obtenir quoi, c'est la grande équation. On se perd en conjecture. On se perd en conjecture et je crois que lui aussi. C'est que bien parti. Je pense qu'il est très très perplexe devant l'étalage des options que lui proposent les militaires. Eux, ils sont très clairs dans leur démarche méthodique. Voilà, Monsieur le Président, en fonction de tel objectif, c'est-à-dire anéantir et tenter d'anéantir le nucléaire iranien, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez neutraliser les gardiens de la révolution, la milice, l'armée idéologique du régime, voilà, etc. Donc, il doit être très perplexe. Perplexe, mais peut-être des bombardements. Alors, en face de vous, vous avez un journaliste qui est déjà habitué de ces plateaux GPTV, Karl Pincemin, journaliste. Karl, quelle est votre analyse, vous, de la situation? Est-ce que c'est inéluctable, ces bombardements, ou pas? Alors, l'attaque de l'Iran par les États-Unis est inéluctable. L'ingénierie sociale qui a été faite pour faire la révolution a échoué. Les troubles, là, les derniers troubles qu'on a vus ensemble se sont écrasés, donc peut-être avec l'aide des Russes d'ailleurs, à ce sujet-là, il faudra peut-être qu'on en reparle. La guerre menée par les Israéliens, par l'aviation et les missiles, n'ont pas porté les fruits, donc on a eu 2 assauts là, très forts et très récents sur l'Iran, qui n'ont pas mené à terme à une révolution interne, donc l'ingénierie sociale n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que les Américains n'ont pas réessayé autre chose, et donc un bombardement immédiatement me paraît pas opportun, il faut encore retravailler la population, et je pense que dans 8 jours, dans 1 mois, effectivement, on va avoir une attaque beaucoup plus poussée, mais il faut un casus belli que
que, je dirais, les pays tiers qui verront cette attaque puissent accepter. Même si les États-Unis ne respectent pas la loi internationale, ne respectent pas l'ONU, là, ils s'attaquent à un pays qui va riposter. L'Iran a déjà riposté face à les attaques d'Israël, donc on va avoir une riposte. Il faut que ça soit imparable. Et je pense que le président américain, en ce moment, se retient parce que, comme vous le disiez, sur quoi on attaque ? Qu'est-ce qu'on va choisir comme cible ? Alors oui. Est-ce qu'on attaque plutôt les installations nucléaires ? Est-ce qu'on attaque plutôt les gardiens de la Révolution ? Est-ce qu'on veut cibler, à la manière israélienne, des frappes décapitantes sur les dirigeants iraniens actuels ? Les attaques militaires, c'est-à-dire les attaques aussi bien par missile ou par aviation, n'ont pas donné les résultats qu'on pouvait espérer. Donc il y a une autre possibilité. À la fin de la guerre des 12 jours. À la fin de la guerre des 12 jours, l'Iran n'a pas baissé drapeau. Et bon, ils ont négocié, mais l'Iran ne s'est pas rendu. On n'a pas un pays qui se rend. Une autre des solutions, c'est vraiment de travailler la population, et il faudrait regarder de manière très attentive ce qui se passe au nord de l'Iran avec l'Arménie. L'Arménie est le lieu, à mon avis, le plus important aujourd'hui, parce que la plus grande ambassade américaine au monde se trouve en Arménie, et l'Arménie est sur la frontière nord de l'Iran. C'est-à-dire que vous ouvrez la porte, vous sortez d'Arménie, vous êtes en Iran. Ouais, or, avec cette ambassade-là, vous pouvez avoir toutes les troupes possibles américaines, alors tous les Rangers, les services secrets, etc., qui peuvent être là, qui peuvent rentrer en Iran, parce que l'Iran, c'est pas perméable. Si vous connaissez un peu la géographie de l'Iran, ça pose des problèmes. C'est crédible pour vous, ça, le fait de passer par l'Arménie ? Je pense que l'Arménie est vraiment le point focus sur lequel on devrait tous se focaliser, parce que c'est à partir de là, c'est à partir de l'Arménie, je pense que la prochaine attaque aura lieu. On a vu que Pachinian avait participé à ce fameux Board of Peace, là, le comité de paix de Trump. Il était prêt à donner 1 milliard. Je ne sais pas où il va les trouver. Mais qu'il n'a pas. Mais son pays peut servir de base pour un assaut sur l'Iran. Alors pas forcément un assaut militaire, mais des infiltrations de forces spéciales. Des forces spéciales. L'idée est de toujours travailler la population iranienne pour déchirer cette population entre les gardiens de la Révolution et puis les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui font la Révolution. Ce sont les jeunes de 15 à 25 ans qui n'ont pas connu le Shah d'Iran, qui n'ont pas connu ce qui s'est passé avant, qui ont soif, au travers des médias, au travers de la culture américaine qu'on reçoit, de changer leur pays. Et oui, et puis Laurent Arthur Duplessis. En complément de cela, il y a toutes les menées séditieuses du fait des activités du Mossad, de la CIA et du MI6, alors notamment à partir de l'Azerbaïdjan aussi, puis de l'Arménie. Bien sûr. De manière à soulever les minorités azéries, les minorités arabes, les minorités balouches, etc., car les Perses, proprement dit, composent 70% de la population iranienne, mais il y a 30% de minorités importantes. Et l'idée, là aussi, ce serait d'éclater l'Iran en poussant à l'autonomie et à la sécession ces minorités-là. Donc, effectivement, les modalités d'action sont multiples, mais je voudrais insister sur le fait que, effectivement, le golfe Persique est une petite mer exiguë où aucun porte-avions ne se risquerait. Hein. Non, c'est clair. Mais les pasdaran ont des dizaines de vedettes ultra rapides. Et les pasdaran sont capables d'actions kamikazes. Ils sont capables de se jeter avec des vedettes rapides sur les navires américains de la 5e flotte qui croisent dans cette flaque d'eau qu'est le golfe Persique, et qui sont donc très vulnérables à cause de l'exiguïté de ce golfe Persique. Donc, qui sont notamment très vulnérables à des attaques en essaim, des vedettes rapides. S'il y en a 8 ou 9 qui sont supprimés, mais la 10e qui passe avec une charge explosive projetée directement sur la coque du navire, là, les Américains, et je crois que le Pentagone alerte Trump à ce sujet-là. Bon, on va revenir, Laurent Arthur Duplessis, sur ces options. Et si déjà, les attaques débutent et qu'il y avait une réaction iranienne en cas de bombardement américain, peut-être dès cette nuit. C'est justement le sujet. Bonjour Pierre Conessa et bienvenue, bonsoir sur ce plateau. L'émission que vous prenez au débeauté sur
Eh bien l'actualité déjà, l'actualité chaude, c'est-à-dire que tout le monde semble se préparer, même sur les chaînes d'infos en continu, après le bombardement de Bagdad, c'était il y a bien des années de cela, ça serait le bombardement de Téhéran, et ce serait prévu peut-être pour dès ce soir, dès cette nuit. Je ne sais pas si vous avez, enfin, vous ne lisez pas dans le mar de café, est-ce que vous pensez que c'est inéluctable, comme par exemple Karl Pincemin, qui est à votre gauche, a pu le dire? Vous savez, Einstein disait qu'il y avait deux choses qui donnaient une idée de l'infini, c'était effectivement l'univers et la connerie humaine. Et je crois que malheureusement, on a aujourd'hui à Washington un type qui fait sauter les compteurs quand même. Il a quand même réussi à enlever un chef d'État étranger, ce qui est quand même assez rare depuis quelques années. Il est capable de faire des déclarations, mais totalement incompréhensibles. Il est capable de dire une chose et son contraire. Et surtout, moi, je sors un petit bouquin qui s'appelle le Traité de géopolitique pour les vraiment nuls et les hommes politiques. Parce qu'il y a une génération de gens, si vous voulez, et en France, on en est aussi victime, qui ne connaissent pas le monde. Si vous prenez la formation de nos élites, par exemple, je me mets sur la France pour ne pas parler des États-Unis. Nos élites, si vous faites classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, vous avez des gens qui en 10 ans n'ont fait que des études et à qui on va demander de gérer un pays qui ne connaissent pas la France, et alors un monde, n'en parlons pas. Et si vous choisissez les affaires étrangères, vous partez à zéro. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, encore une fois, le monde n'est pas ce qu'on en apprend dans les livres. Bon, le monde, c'est aussi ce que les autres sont, et ils ont des cultures différentes, ils ont des variables différentes. Reprenez l'histoire de l'Iran. 53, Mossadegh a eu l'idée stupide de nationaliser le pétrole. Franchement, coup d'État organisé par les Américains et les Anglais. Bon, les Américains en profitent pour reprendre une part significative du pétrole que les Anglais possédaient. Ils se payent 25 ans du Shah d'Iran, le moderniste, vous savez, qui avait une police politique qui s'appelait la Savak, qui allait assassiner les opposants à l'étranger. Bon. Quand il y a la révolution iranienne, ces Iraniens nous font une mauvaise surprise, c'est qu'ils mettent la religion comme facteur politique. Mais on savait bien, nous, depuis Marx, depuis Freud, que la religion n'existait plus. Or, ceux-là nous sortent la religion comme variable politique. Et on en était tellement peu conscients que, rappelez-vous, Giscard d'Estaing propose au grand leader de venir se réfugier en France pour rendre service au Shah. Oui, bien sûr. Et Khomeini, quand il arrive à Téhéran, il y a 2 millions de personnes qui viennent l'accueillir. C'est-à-dire qu'on n'avait rien compris du tout. Et puis après, la religion, vous savez bien qu'aujourd'hui, on a des radicalismes absolument partout. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que nos outils d'analyse, nos modes de réflexion, notre approche de terrain sont malheureusement académiques. Et voilà. Donc, pour ce sujet-là, malheureusement, le pire produit, c'est encore Trump. Et lui, alors, il est parfaitement capable de faire ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il peut parfaitement... Regardez un truc, par exemple. Oui. Quand les Israéliens commencent à bombarder Gaza, avec sa révolte, la bande de Gaza, ça révolte le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font, étant donné que même ici, vous avez des gens, des juifs radicaux, qui disent « Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas se comporter comme ça, Israël n'était pas créé pour ça. » Qu'est-ce qu'il a comme solution pour reconstituer le front uni? Attaquer l'Iran. Une fois qu'il a attaqué l'Iran et bombardé l'Iran, tout le monde se dit « Ah oui, mais alors attendez, quand même, il y a des choses beaucoup plus importantes. » C'est un formidable coup de génie de Netanyahou. Bon, il a bombardé le Hezbollah aussi, quand même. Le pauvre Libanais, à chaque fois, quand il y a une claque à prendre, c'est toujours sur eux que ça tombe. Et donc, vous avez des gens comme ça dans le paysage. Donc, pourquoi pas demain matin, effectivement. Vous avez complètement raison, hein, sur le plan géopolitique. C'est un lac. Et avec des gens qui sont décidés à faire des kamikazes, qu'est-ce que Trump nous expliquera demain, quoi? Eh ben, c'est bien ce qu'on peut se poser la question. Merci Pierre Conessa. Quatrième et dernière invitée, on est très heureux de l'avoir sur ce plateau de Géopolitique Profonde, Roland Lombardi. Roland Lombardi, vous êtes le grand patron du Diplomate, rédacteur, et donc on vous soumet à la même question finalement que l'ensemble de nos invités. On est parti sur de l'actualité pure. Le thème, c'est vraiment les trois grands ensembles qui vont se partager le monde, mais il y a des zones de friction entre la Chine, Moscou et les États-Unis. Et une de ces zones de friction forte, c'est justement l'Iran, entre ces trois grands ensembles. Alors, est-ce que, déjà, sur de l'actualité pure, on est sur des médias alternatifs, mais on fait un peu d'actualité pure, est-ce que vous pensez crédible le fait que Donald Trump puisse déclencher des bombardements sur Téhéran, sur l'Iran, dès ce soir? Alors moi je serais beaucoup plus prudent, je vais apporter la contradiction à mon ami Pierre. Bien.
On est souvent en contradiction, mais non moins, Très non moins bien, amis, très non moins bien, grands tant amis. mieux. Alors, par contre, je suis d'accord avec lui sur la déconnexion et la méconnaissance totale de nos élites, justement, qui ont été formées dans des écoles et qui ne connaissent pas le monde et qui sont, de manière conséquente, complètement déconnectés du monde. Pour ça, on est d'accord. Par contre, pour Trump, je pense que tu le sous-estimes comme beaucoup le sous-estiment. C'est ma vision depuis le début, et c'est une erreur de le sous-estimer, parce que déjà, il a prouvé, par son parcours, Ouais. quelqu'un de stupide n'aurait pas été élu une fois, voire une deuxième fois de cette manière, Avec ce qu'on lui a fait endurer pendant 4 ans. contre vents et marées, j'allais dire, voire contre tsunami et ouragan. Je pense que... Et puis ce n'est pas quelqu'un qui sort des écoles, c'est un chef d'entreprise, un grand businessman. Il hérite quand même. Attends, Il hérite, mais... il hérite des milliards comme il a hérité, je ne sais pas. Mais Pierre, quand Il y a pas de temps. quand tu hérites, mais que tu quadruples, quintuples le chiffre d'affaires de la maison familiale, que tu fais faillite et que tu te remontes... Qu'il fasse des affaires. Mais il fait des affaires, il fait toujours des affaires. Au moins, en plus, il annonce la couleur, lui. Il est moins hypocrite que ses prédécesseurs, il dit « je veux faire des deals ». Voilà, donc, pour revenir à votre question, Allez-y. je pense que lui, foncièrement, personnellement, il ne veut pas intervenir. Déjà, ce n'est pas dans son... Il ne veut pas intervenir. Il ne On veut l'a pas vu. intervenir. Je pense qu'il ne veut pas intervenir. Il y Personnellement, va à il ne veut pas. reculons. Par contre, il a de grosses pressions. Et il y a quand même Pour une intervenir. armada qui est arrivée. Oui, mais ça, oui, bien un sûr, on dit ça porte-avions, coûte 300 000 $ par jour, mais ça, c'est pas Oui. grave. À la rigueur, ça entraîne les soldats, ça montre les muscles. Mais lui, il est foncièrement, il ne veut pas intervenir. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas dans son logiciel. C'est pour cela qu'il a été élu, en grande partie. Sa popularité est due au fait que les Américains ne voulaient plus que l'Amérique soit le gendarme du monde. Ça, c'est le premier point. Et là, il commence à avoir, dans le mouvement MAGA, son soutien électoral, Oui, de la grogne, justement, c'est sûr. à cause de ces interventions. c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a quand même autour de lui encore des néoconservateurs, mais beaucoup moins que ses prédécesseurs, parce que la plupart sont partis, et les plus influents sont partis chez les démocrates, mais il y en a toujours qui souhaitent des interventions au titre que tu as très bien défini dans tes livres, l'universalisme, etc., etc. Ça, pour cela, on est d'accord. Mais lui, il n'est pas interventionniste. On l'a vu en juin, lorsqu'il attaque l'Iran, tout le monde croyait que ça y est, il allait remercier le régime, mais pirouette, Alors là, pour le coup, c'est une Pirouette pirouette. géopolitique Il clôt un affrontement. voilà, en plus, donc voilà. Et la troisième chose, et la plus importante, c'est que, donc, il a quand même des gens sérieux autour de lui, parce que tu le veuilles ou pas, c'est quand même un manager, et un manager doit bien s'entourer, et il y a des gens quand même sérieux autour de lui, il y a des fous, je le conçois, mais il y a aussi des gens sérieux, qui lui disent, et même certains Israéliens, même certains généraux israéliens, qui lui disent, attention, on renverse le régime, nous n'avons pas d'alternative. C'est le chaos total, parce qu'il y a l'opposition, on va dire les plus importantes. Il y a plusieurs oppositions, mais les plus importantes, c'est les royalistes, avec Reza Pahlavi, Ouais. et peut-être les moudjahidines du peuple. Mhm. C'est les plus riches et les plus importants. Mais ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre, et s'il y a une chute de régime et que c'est le chaos, ils vont s'entretuer. Et donc déstabilisation totale de la l'Iran. région. Ouais. Et certains généraux israéliens le disent depuis 10 ans à Netanyahou, cela. Cette chose Et précise. alors, ce chaos organisé, généralisé, c'est pas souhaité par certains, justement. Oui, mais c'est pas eux qui ont les commandes. C'est encore Trump. Donc là, j'ai vu votre assistante nous disait que il y avait une édition spéciale ce soir. Ah justement, oui, ça, on est vraiment. mais Il bon, semblerait que on est- beaucoup s'attendent à des bombardements ce Voilà, soir. on C'est a pour été ça habitués, que j'ai voulu voilà. débuter Mais- l'émission comme ça. Encore une fois, ne sous-estimons pas Trump, il peut nous sortir encore une surprise. Lui, je vais vous dire clairement ce qu'il veut, et les gens sérieux autour de lui, ce qu'ils veulent, et les gens sérieux israéliens, pas ceux qui veulent la guerre, comme Netanyahou par exemple, mais les autres qui sont plus prudents et plus mesurés, ils misent sur un coup de palais. Je le dis depuis juin, Ouais. parce qu'ils ne croient pas à un renversement du régime par une révolution, ça s'est jamais vu dans l'histoire, surtout avec les Pazaran qui s'y connaissent en répression, c'est un mouvement révolutionnaire, donc les révolutions ils connaissent, ils savent les mater, ils l'ont prouvé en plus, donc ils misent sur un coup de palais. Une révolution de palais, c'est ça? Ils cherchent peut-être un général, peut-être même parmi les Pazaran, Qui viendrait pourrait se faire substituer aux gardiens de la Révolution et Voilà. qui sont forts quand même. Mais ça ne Mais sera pas sans une guerre civile. Non, parce que ça dépend des personnages qu'ils auront choisi. Le problème, c'est Oui. qu'ils l'ont pas trouvé. C'est Oui. ça. C'est pour cela qu'il y a toute cette tergiversation. Ça paraît pas être
crédible à la vie, soyez honnêtement. Ben, Qui est en Europe depuis tant d'années. Sur place, je pense pas qu'il ait le soutien populaire qu'on nous l'a dit, qu'on nous a décrit. Voilà, donc, voilà. Et puis il y a quand même si l'Iran est un peuple, la population a 50% de la population a moins de 35 ans, ils n'ont pas connu le Shah, mais quand même ils ont quand même des réminiscences, leurs parents leur racontent, donc il n'y a pas peut-être un très bon souvenir du Shah. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, une preuve c'est que il y a 2 semaines, il y avait l'annonce qu'il serait reçu par Trump. Trump ne l'a pas reçu, ne l'a pas adoubé. Donc ça veut dire quelque chose. Ça a été un fiasco pour lui. Mmh. Et il discute en secret avec ses équipes et avec les équipes des autres oppositions, mais ils savent très bien, il sait et ses équipes savent très bien que c'est pas solide. Il n'y a pas quelqu'un de charismatique, un groupe vraiment qui serait susceptible d'être une alternative sérieuse au Mollah actuellement. Donc il y a des négociations en cours, je pense que vous l'avez dit, des négociations secrètes en cours. C'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il a annoncé ce soir, mais enfin, il avait annoncé la même chose la dernière fois, juste avant de bombarder. Ils étaient en pleine négociation et ils bombardent. Mais c'était vrai, il y a toujours des négociations, il y a toujours et peut-être même sans intermédiaire, ils n'ont pas besoin, les Américains, d'avoir un intermédiaire. Même les Israéliens négocient avec les Iraniens souvent sans intermédiaire, on se fait beaucoup de films là-dessus, mais ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Ne pas oublier aussi qu'il y a la Chine dans l'histoire, qui est très discrète, mais très influente. Rappelez-vous, pendant la guerre des 12 jours, aucune raffinerie du pétrole iranienne n'a été bombardée. Parce qu'il y avait certaines pressions chinoises auprès des Israéliens avec qui ils ont de très bons termes, avec les Américains bien sûr, mais aussi avec les Iraniens. Ils sont quand même aussi, d'après certaines sources, les Chinois sont aussi à l'origine de la retenue iranienne aussi. Dans la répression, l'Iran n'a pas bloqué le détroit d'Ormuz. Oui, qui aurait pu frapper les premiers, qui aurait pu tenter d'attaquer la flotte américaine avec des missiles hypersoniques, par exemple. Voilà, tout simplement parce que les Chinois, ils leur disent à tous, calmos, moi il me faut mon pétrole. Voilà. Donc, et on sait très bien que ça pourrait perturber tout le commerce du pétrole au-delà des problèmes que ça causerait aux Chinois. Donc il faut prendre tous ces éléments en compte. Je pense que les négociations sont toujours en cours, même s'ils n'ont pas trouvé encore d'alternative pour leur coup de palais. En tout cas, c'est bloqué. Alors peut-être qu'il interviendra, mais peut-être aussi qu'il interviendra de manière ponctuelle, précise, comme pour le Venezuela ou comme pour le 12 juin. On ne sait pas encore exactement le scénario qui va sortir de ce problème. Roland Lombardi, on va maintenant essayer de faire des échanges un peu plus courts entre les uns et les autres. Je pense que le décor est planté. Très rapidement, Laurent et ensuite Pierre. Je voudrais porter une information à votre connaissance. Hier soir, vous savez, sur la carte des vols des compagnies aériennes, il y avait un grand vide autour du territoire iranien, comme depuis plusieurs nuits, plusieurs jours. Mais figurez-vous qu'il y a un avion, et il a été suivi par des milliers et des milliers d'internautes, qui a décollé de Téhéran et qui est allé se poser à Moscou. Ouf. Alors, qu'y avait-il dans l'avion ? Est-ce que vous croyez qu'il y avait le guide suprême ? Peut-être bien. Et je rejoindrai l'hypothèse évoquée par Roland Lombardi. C'est que peut-être qu'actuellement... Une révolution de palais ? Voilà, une révolution de palais ou un Bonaparte... Avec des bombardements appuyants ? Oui, un Bonaparte iranien prendrait le pouvoir, récolterait le pouvoir. Ce Bonaparte iranien ne serait pas un religieux, donc, et ne serait pas un nouveau Velayaï Faki, un docteur de la foi. Ce serait un gardien de la révolution. Alors oui. Donc plutôt un laïc, et qui serait accommodant avec les États-Unis tout en sauvant l'honneur iranien par un flamboiement léonin et des postures martiales, mais qui permettrait de calmer l'orgueil iranien tout en finalement calmant le jeu avec les États-Unis et en satisfaisant Pékin qui, comme vient de le dire Roland Lombardi, n'a aucune envie d'un embrasement pétrolier du monde avec un baril à $250 qui serait une catastrophe pour l'économie de la planète
Une pour pause. la Chine. Une pause dans 3 minutes, donc Pierre connaît ça. Moi, j'ai deux remarques. Tout à fait d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que l'originalité du chiisme, c'est qu'il y a une hiérarchie religieuse. Or, se débarrasser du chef, ça ne veut pas dire que vous débarrassez de tous les autres. Et ceux-là, ils ont une véritable implantation dans la société. C'est vrai. Et donc, effectivement, décapiter l'alternative du bonapartiste, bon, vous voyez bien qu'on appelle ça révolution de palais, mais moi, je crois que ce sera une révolution de mosquée. C'est là-dedans que ça risque de se passer, vous voyez, le truc. Et ça, cette originalité, on a beaucoup de mal à la prendre en compte, parce que, et puis ce que vous dites sur l'opposition, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition extérieure crédible. Alors, le fils du Shah, il est né... vous savez, la moitié de la population iranienne n'a pas connu ce régime. Et donc, comment voulez-vous qu'on se réfère à un type qui a vécu toujours aux États-Unis et qui, effectivement, ne connaît pas son propre pays? Et il est abolique en plus. Hein. Ah, ben écoutez, chef. Il a un tempérament à l'opposé de ce qu'il faudrait. Quoi. Ben écoutez, ça va. Ben remarquez, avec Trump, il doit bien s'entendre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? On est sur une réflexion. Je pense qu'on va se revoir très rapidement. J'espère que Trump aura tout à coup une mal de tête demain, qu'il ne décidera pas de frapper en Iran. Un éclair de Vous lucidité. savez, l'Iran a cette originalité, encore une fois, que c'est une nation qui vit depuis plus longtemps que nous. Les Iraniens sont très emmerdants. Quand vous leur parlez de votre propre histoire, ils disent oui, votre mythologie grecque, elle vient de chez nous. Ben, écoutez, non, arrêtez, ça suffit. Mais c'est tout le temps ça. Et le chiffre 0 aussi, il vient d'Inde, il est passé par les Perses, absolument. Chez les Et Arabes. donc, il y a une originalité très forte qu'on ne comprend pas sur le Moyen-Orient. Quand on parle avec les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, ça existe depuis 1920. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des géopolitiques complètement différentes. Dernière remarque, la Chine. Moi, je suis fasciné par la façon dont les Américains veulent absolument faire du nouvel ennemi la Chine. Or, la Chine a une originalité, c'est que ça n'est pas une puissance militaire. Alors, ils viennent en Afrique, ils vendent des produits, etc. Mais attention à la menace chinoise. Attendez, si la menace est commerciale, il faut répondre commercialement. On ne va pas en faire une espèce d'ennemi qui va envahir la planète. Or, vous avez un discours aux États-Unis, comme si tout allait à partir de Chine. Alors, de temps en temps, ils menacent Taïwan, histoire de rappeler quand même qu'ils ont des revendications. Mais enfin, c'est un pays qui n'a fait qu'une seule guerre depuis 1949. L'Inde, qui est le pays de Gandhi et du pacifisme, en a fait une dizaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la projection qu'on fait sur l'autre, c'est pas sa prise en compte, c'est la façon dont on fabrique l'ennemi. Vous savez, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai travaillé beaucoup là-dedans pour en fabriquer des dizaines. Et là, vous êtes sur quelque chose où c'est l'interrogation sur notre propre modèle, si vous voulez, de réflexion. Et je vous dis, sur le cas de la Chine, moi, j'ai vécu 1 an. C'était au moment du basculement. C'était très original. Parce qu'au moment du basculement, c'est-à-dire que Xiaoping venait de virer Hua Guofeng, donc il était tranquille et il avait le pouvoir. Je voyais arriver les gens j'étais à l'ambassade, je voyais arriver les gens de Paris qui venaient nous expliquer la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Cette prétention parisienne, la Terre est plate, on en est le centre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben voilà, c'est cette dimension humaine, moi, sur laquelle je voudrais insister. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.